Et pour ce grand réveil, Alexandre, vous restez avec nous. On parle évidemment d'euthanasie. C'était la grande nouvelle d'hier. Et pour cela, nous recevons Alexandre Allégret-Pillaud, député UDR de la 5e circonscription du Gard. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors, vous dénonciez il y a hier, il me semble, une loi mortifère qui porte délibérément en elle tous les germes d'une société orwellienne où la fraternité n'est que le masque apparent d'un eugénisme latent. C'est un entretien, chers auditeurs, que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans le JDD. Eh bien, Alexandre Allégret-Pillaud, ça y est, nous sommes dans cette société orwellienne que vous dénonciez hier. En tout cas, tout est fait pour. On nous a vendu une loi prométhéenne, mais effectivement, on s'engage clairement sur une dimension orwellienne où les plus vulnérables seront clairement poussés à l'euthanasie ou à défaut au suicide assisté. Je pense que si vos auditeurs ont un peu de temps à perdre, qu'ils n'hésitent pas à re-regarder les débats qui se sont tenus en hémicycle. Il y a des scènes, disons, extrêmement illustratives de la réflexion qu'on a pu constater dans certains milieux. Et ce qui est choquant, au-delà même du débat de fond qui est passionnant sur la question de l'euthanasie et du suicide assisté, c'est de se dire qu'on a pu voter une loi qui passait autant en force et qui faisait tellement fi des réalités humaines et des faiblesses de chacun, et qui a été votée par des personnes qui nous expliquent systématiquement que l'individu est ballotté par un ensemble d'oppressions, d'emprises, qui l'empêchent d'exprimer son libre arbitre. C'est ce qui nous expliquait systématiquement que, par la gauche notamment, par le centre aussi, que l'individu n'est pas libre parce qu'il est le fruit d'un système oppressif. Sauf quand il s'agit de recourir à l'euthanasie, où là, sa conscience, son discernement est libre et éclairé. Tout d'un coup, il ne peut y avoir aucune supposition, aucune présomption quand on est, par exemple, déficient mental, quand on est, par exemple, sous tutelle ou sous curatelle, aucune présomption qui conduirait à demander un second avis systématique d'un psychiatre, par exemple, à demander un contrôle à minima d'un juge pour le respect de la procédure. Eh bien non, tout d'un coup, l'individu est suprêmement souverain, suprêmement compétent, suprêmement informé, omniscient, alors que le récit qu'on nous vend depuis des années, c'est celui de l'oppression, de l'incapacité à être souverain. Donc là, on est vraiment sur une véritable aporie, je pense, au-delà même du sujet de l'euthanasie, de la cohérence globale de cette classe politique qui, quand ça l'arrange, nous explique que nous ne sommes pas libres, et quand ça l'arrange, nous explique que nous sommes libres, alors que ça concerne les plus vulnérables d'entre nous. Si on veut reprendre votre raisonnement, Alexandre Allégret-Pillaud, on pourrait dire aussi que l'UDR est un parti très libéral économiquement, qui prône la liberté de l'individu et qui, justement, sur le sujet de l'euthanasie, va dire qu'il y a des oppressions. Alors, je vais modérer un petit peu cela. Effectivement, l'UDR a voté en bloc, nous avons tous voté contre cette loi. Vous êtes le seul parti, d'ailleurs, à vous être opposé en intégralité Exactement, à nous avons l'euthanasie. l'unanimité chez nous là-dessus. On ne dit pas qu'il y a des oppressions, on dit qu'il faut vérifier ce sujet, parce que l'oppression doit être présupposée dans certains cas. Et il faut prouver si ce n'est pas le cas. C'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a des garde-fous dans la vie qui sont utiles. On a la chance, entre guillemets, d'avoir des contrefactuels étrangers. Ils sont limpides. Dans l'hémicycle, il y a eu des mensonges qui ont été tenus, notamment par le rapporteur, sur ces sujets-là, sur l'impact en termes de statistiques, en termes de suicides, sur l'impact sur les plus pauvres, sur les handicapés, qui représentent un tiers, dans certains pays, des demandes d'euthanasie. Euthanasie qui devient la norme pour mourir. Vous avez dans certains pays une représentation de 8% des morts sont des morts par euthanasie. Avec des taux de pauvreté délirants sur ceux qui y recourent, avec une surreprésentation des schizophrènes. Par exemple, je rappelle, les schizophrènes en France, c'est 600 000 personnes. C'est 1% de la population. Ajoutez à cela ceux qui sont dépressifs, c'est plusieurs millions de personnes. Dépressif, c'est une maladie mentale. Donc, les déficients mentaux, pareil, n'ont pas été écartés. Moi, je considère, personnellement, qu'un déficient mental, son discernement libre et éclairé, c'est pas certain. À minima. Donc, un contrôle dédié devrait être ajouté. Sauf si on veut s'engager vraiment sur une pente très très claire. Et là, si vous voulez, moi, mon vote, il a été simple. J'ai pas eu quand j'ai abordé ce projet de loi, cette proposition-là, j'ai eu un cas de conscience. Et je pense que c'est légitime, parce que c'est un sujet fondamental, qui engage toute notre société dans une rupture anthropologique. Et en fait, ce cas de conscience, quand j'ai voté, je l'avais plus du tout. Parce que j'ai eu les débats. Quand j'ai eu les débats, j'ai vu qu'en face de moi, j'avais des gens qui n'écoutaient pas, qui ne voulaient pas entendre l'ensemble des objections légitimes qui ont été formulées par plusieurs dizaines de députés, notamment des experts, mais pas que. Et quand j'ai vu qu'en face, il y avait du fanatisme, moi, mon choix a été extrêmement simple.
Il y avait la volonté aussi de maquiller la réalité de cette loi. Vous vous êtes battu, par exemple, pour que ne soit pas inscrit mort naturelle sur donc les certificats de décès des personnes qui auront eu recours à l'euthanasie. Exactement. Je pense que faudrait faire un peu d'histoire, mais le totalitarisme s'insinue toujours par des glissements sémantiques, Mm. plus ou moins contrôlés. Le but, c'est de modifier la perception du réel à travers une modification du vocabulaire. C'est assez simple. Et ça ne modifie pas la réalité. Et il y a plusieurs sujets comme ça où typiquement on parle d'aide à mourir. Aider quelqu'un à faire quelque chose, il faut que lui-même y contribue. Si j'aide quelqu'un à porter quelque chose, je ne le porte pas à sa place. Il le porte et je lui apporte mon concours. Si j'aide quelqu'un à mourir, c'est qu'il est en train de mourir. Et je lui apporte un concours. Ici, nous avons des personnes, par exemple, prenez la maladie de Charcot, qui est beaucoup utilisée pour illustrer ça. La maladie de Charcot, 10% des personnes vivent plus de 10 ans après le diagnostic. La personne n'est pas en train de mourir, systématiquement en train de mourir quand elle... Enfin, j'ai envie de dire, d'une certaine façon, on est tous en train de mourir. Et on est tous en train de mourir. Quand je l'euthanasie, est-ce que je l'aide à mourir? Non, je la tue. C'est une mise à mort demandée. Ce n'est pas une aide à mourir. C'est une mise à mort demandée. Déjà, là, il y a un problème terminologique. Après, effectivement, quand on considère qu'une mort par injection de substance létale est une mort naturelle, on ment. Aujourd'hui, une mort pas suicide, c'est une mort violente non accidentelle. Donc, il y a déjà une terminologie pour un suicide, qui n'est pas mort naturelle. Mais un suicide assisté deviendrait mort naturelle, alors que par définition, c'est encore moins naturel qu'un suicide. Mm. Vous voyez? Donc là, il y a vraiment une dimension totalitaire, modifier les esprits, modifier les mots, modifier les esprits, modifier la perception de la réalité. Et ça me semble extrêmement grave. Donc effectivement, j'ai déposé un amendement pour revenir là-dessus, pour que la mort par euthanasie ne puisse pas être considérée comme une mort naturelle, mais tout simplement comme une mort par euthanasie. Et cela a été voté, après débat. Mais si vous voulez, la tentative reste là. L'objet reste Oui, là. ça s'est joué avec quelques voix près en plus. Hein. Oui. Enfin, c'était pas une majorité large que vous avez obtenue là-dessus. Enfin, c'est ce qui est assez fascinant d'ailleurs, parce que ça semble d'une évidence formidable que de qualifier les choses pour ce qu'elles sont de manière, en l'occurrence, vraiment directe. Eh bien, il faut croire que la motivation derrière cela justifierait le mensonge. Et moi, je considère que le mensonge n'est jamais justifié. Et alors justement sur la question de la justification, en lisant votre tribune, je me suis rappelé cette phrase de Bernanos qui est quand un homme crie vive la liberté, il pense évidemment à la sienne. Absolument. Et d'une certaine façon, on a l'impression que monsieur Falorni, mais aussi tous les partisans de l'ADMD, tout l'appareil derrière de francs-tireurs avec Raphaël Enthoven, cette espèce d'extrême centre et théoriquement éclairé, en fait, a voté une loi qui finalement, d'un côté, leur tient particulièrement à cœur. Falorni, lui, c'est un combat qu'il mène depuis 20 ans. Et d'un autre côté, en fait, que c'est une loi qui, à la fois, va toucher tout le monde et en même temps a suscité des débats très parisiens. C'est ça qui est assez surprenant. Alors, j'ai un collègue qui disait que c'est une loi faite par des riches bien portants pour des pauvres malades. Et forcément, à un moment, il va y avoir un hiatus entre les ambitions relativement idéalistes de ceux qui vivent dans le meilleur des mondes et puis ceux qui sont dans le pire des mondes, en fait, et qui vont, du coup, schématiquement y passer à l'appel. En France, je vous rappelle, on a 19 départements qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de lit palliatif, mais ça veut dire quand même que l'infrastructure n'est pas suffisante. On a des professionnels de santé qui ne sont pas systématiquement formés aux soins palliatifs. Donc déjà, il y a une carence gigantesque. On a une recherche dans la lutte contre les maladies incurables ou intraitables ou maltraitées on peut considérer qui n'est pas totalement suffisante. Et on a des soins palliatifs qui sont donc capacitairement pas Il y a suffisants. une loi donc sur les soins palliatifs qui est passée aussi, a et pour le passé coup, une loi très là-dessus. largement. Absolument, à l'unanimité. Maintenant que vous avez deux solutions pour résoudre un problème, vous prenez souvent la plus facile. Donc maintenant, que va-t-il se passer? Je pense, moi c'est mon interprétation, qu'on peut estimer qu'il va y avoir un déport des investissements, des efforts faits sur la recherche, sur le soin palliatif, vers tout simplement l'euthanasie, si vous voulez. À un moment, schématiquement, pourquoi chercher une solution à la maladie de Charcot quand on vous offre l'euthanasie sur un plateau? Ça peut être choquant ce que je dis, mais je pense qu'il faut réfléchir à l'évolution qu'on va avoir aussi sur la résolution du problème, parce que c'est la nécessité qui fait souvent la solution. Quelles sont les prochaines étapes? Parce qu'on imagine qu'il va quand même rester un combat à mener à ce niveau-là. La loi est passée, mais ce n'est pas nécessairement une fatalité, ou est-ce qu'au contraire, finalement, il n'y a plus qu'à l'accepter maintenant et puis pleurer sur le sort de la France? Écoutez, j'étais relativement fataliste au début du débat parce qu'il y avait un gros travail de sape qui avait été fait depuis des années
notamment sur l'utilisation d'éléments de langage du type le droit à mourir dans la dignité. Ouais. Qui ne veut pas mourir dans la dignité? Mais bon, ces éléments de langage faisaient que les gens ne réfléchissaient plus au terme du sujet et à la vraie problématique sous-jacente, et ça a payé. Pour autant, dans l'hémicycle, je vous le rappelle, c'est du 40-60. Ce qui montre à quel point la loi est radicale. Elle est tellement radicale que 40% des représentants de la nation s'y sont opposés, alors qu'il y a eu un travail de sape depuis des décennies là-dessus. Et ça, c'est d'autant plus grave d'ailleurs, et vous me demandez la suite, moi je ne suis pas convaincu de ce qu'on peut faire pour la suite, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons un gouvernement et des CDD de gauche qui se disent « je veux imposer une loi sociétalement de rupture », même si 40% de la population est en bloc contre ça. Vous voyez à quel point c'est grave? C'est-à-dire que vous votez une modification des taux de TVA, et il y a 40% de la population qui est plutôt contre, c'est pas très grave, entre guillemets, c'est la démocratie. Mais quand la démocratie impose une bascule, disons, d'un modèle anthropologique vers un autre, et que vous avez 40% de la population qui est vent debout, vous pouvez estimer que là, c'est une réforme qui est mal conduite, étant donné son ampleur. Là, vous auriez ouvert 2-3 concessions, peut-être que vous auriez eu 80%. Avec vous, pardon. Mais ça montre l'approche triomphaliste et radicale, donc fanatique en fait, de porter derrière ce texte. Ce qui est, on va évidemment, vous êtes membre du groupe UDR, Alexandre Allégret Pilot, et vous êtes allié au Rassemblement national. Il y a une consigne qui a été donnée dans tout l'hémicycle d'ailleurs, on a l'impression, c'est que il y a, en fait, chacun avait la liberté de vote et que les groupes, pour le coup, n'imposaient pas aux députés, comme c'est souvent le cas, un vote sur ce texte qui est pourtant majeur. On a d'ailleurs pu assister à quelque chose d'assez surprenant, comme le rappelait Maëlys tout à l'heure, mais Sophia Chikirou de la France Insoumise qui vote contre la loi euthanasie, disons que c'était une surprise là-dessus. D'un autre côté, vos alliés du Rassemblement national, chez eux, il y a 19 personnes qui ont voté pour la loi euthanasie. Je rappelle quelques noms comme ça, les plus connus: Maxime Amblard, Guillaume Bigot, Sébastien Chenu, Edwige Diaz, Jean-Philippe Tanguy, Johan Gillet, enfin des noms en plus qui ont un certain poids au sein du Rassemblement national. Vous qui portez, vous avez raison de le faire d'une certaine façon, un jugement moral sur la loi et sur les conséquences anthropologiques qu'elle aura sur la France. Concrètement, est-ce que vous ne sentez pas justement un hiatus, pour reprendre votre terme, entre vous et ces membres du Rassemblement national? Alors c'est aussi la richesse d'avoir une formation qui est large, qui est complémentaire. C'est voilà, d'avoir ces diversités d'opinions et de se retrouver sur 80% et puis d'avoir une petite divergence sur 20%. C'est aussi comme ça qu'on arrive à avoir une offre politique qui est puissante et qui est efficace. À défaut, on n'a que des clones. Donc moi, je vois pas ça comme quelque chose de fondamentalement mauvais ou de dépréciatif pour nous. Au contraire, je pense que c'est complémentaire. Mais c'est plutôt à titre personnel que je le prends, si vous voulez. C'est que moi, j'y ai passé nuit et jour dans l'hémicycle. Enfin, quand les débats sont terminés, j'ai dormi pendant 12 heures d'affilée, ce qui m'arrive rarement. Et ça veut dire que j'ai échoué à les convaincre. Voilà. Donc pour moi, c'est une défaite personnelle. Vous leur avez parlé justement pendant tous ces débats à ces collègues du Rassemblement national? Je suis pas allé leur mettre des coups de pression. Hein. Non mais vous avez pu échanger avec eux, dialoguer. Que chacun puisse se faire son opinion. Et encore une fois, c'est quelque chose qui touche vraiment à la conscience, à l'intime. Donc, sur la question même de l'euthanasie, moi, je reviendrai jamais sur la vie personnelle d'un individu. Par contre, sur le texte en tant que tel, son degré de radicalité, qui le rend, à mon sens, totalement inacceptable dans n'importe quel pays qui se veut humaniste. Je rappelle, la définition d'humaniste, c'est la sauvegarde de la vie. Donc déjà, on a un problème. Je pense que ça ne peut qu'être rejeté en bloc. Donc oui, j'ai une divergence avec certains de mes collègues, mais comme vous le notez, j'ai surtout une proximité avec tous les autres, qui sont majoritaires. Donc c'est plutôt bon signe. Autre point sur cette loi, alors il y a quelque chose qui a été beaucoup dit, mais je voudrais savoir aussi comment ça se traduit concrètement, c'est le fait qu'il y ait peu de garde-fous. Et que finalement, et ça c'est évidemment une obsession autour de l'euthanasie, si on légalise la loi en tant que telle, la loi Falorni en tant que telle, ça pourrait mener à des dérives qui pour l'instant ont été bloquées peut-être par des amendements comme le vôtre, encore une fois, sur la mort naturelle, mais est-ce qu'il y a suffisamment aujourd'hui de garde-fous dans la loi qui est votée pour ne pas qu'il y ait des dérives complètes? Non, honnêtement, c'est open bar. Honnêtement, vous avez des termes qui sont facilement lâches en termes interprétatifs. Je vous donne un exemple. Le délit d'entrave. Oui. Alors personnellement, moi je comprends le principe d'un délit d'entrave. Si vous voulez, si on vote un droit, même si je suis contre ce droit, à partir du moment où il a été voté, il faut qu'il puisse
être accessible. Bon, admettons. Maintenant, si on regarde le détail du délit d'entrave, il y a des termes, notamment pression morale, dont la définition est relativement floue et qui peut amener, je sais pas, un camarade à être considéré comme exerçant une pression morale sur un ami. J'ai demandé des précisions à la ministre. Elle m'a dit non, ça ne concernera pas l'entourage. L'entourage, c'est quoi? Vous voyez, donc il y a des termes qui sont relativement flous. Après, notamment, il y a la question des troubles à l'ordre public. Dans notre pays, c'est plutôt bien fait, les troubles à l'ordre public sont d'ores et déjà interdits. Et la loi, par contre, rajoute que le fait de perturber l'accès à un endroit où on pratiquerait des euthanasies, alors qu'on pourrait les pratiquer partout, sauf sur la voie publique, heureusement, mais on pourrait les pratiquer partout, hein, constitue un délit d'entrave. Mais c'est dans le détail que se loge le diable là-dessus. Que veut dire perturber? J'ai demandé à la ministre, j'ai demandé au rapporteur, mais que veut dire perturber? Expliquez-moi ce terme flou, alors que nous avons déjà la notion d'atteinte à l'ordre public. Ça veut dire que ça va encore au-delà de l'ordre de l'atteinte à l'ordre public. Quelque chose d'encore plus marginal, entre guillemets, suffirait à constituer un délit d'entrave. Et donc peut-être qu'il vous suffirait d'être à côté d'un hôpital avec une pancarte qui dirait plus de soins palliatifs, moins d'euthanasie, sans gêner personne physiquement, sans empêcher personne de pénétrer, pour constituer un délit d'entrave et vous voir peut-être mise en garde à vue si vous avez disons un magistrat un petit peu zélé. Donc là, on a un gros problème, vous voyez là-dessus. La question miroir, c'est aussi celle de l'incitation. Alors, l'autre question, c'est l'incitation à l'euthanasie. Moi, j'ai déposé un amendement qui invitait à créer un délit d'incitation à l'euthanasie. Ça me semble être un bon équilibre des minima. Il m'a été répondu, c'est assez cocasse, que dans notre pays, on ne pouvait restreindre l'accès à un droit et que lutter contre l'incitation revenait à lutter contre l'information. Je vous fais le raisonnement le sophisme qui est associé à ça. Lutter contre l'incitation, c'est lutter contre l'information, c'est-à-dire empêcher les gens de recourir à ce droit. Je vous rappelle, j'ai rappelé à mon collègue de gauche à ce moment-là, que nous sommes dans un pays où on a le droit de boire de l'alcool. Pour autant, il se trouve que la loi E20, notamment, vient poser des restrictions légitimes à la publicité faite pour l'alcool. C'est-à-dire que dans notre pays, on pourra faire de la publicité pour l'euthanasie, mais on ne peut pas faire de la publicité pour l'alcool. On va s'arrêter sur ces mots. Tout ceci n'est pas très réjouissant, mais Alexandre Allègre-Pilot, merci de vous être battu, parce que c'était une véritable bataille ces derniers mois. Sur ce sujet de l'euthanasie, je rappelle que vous êtes député UDR de la 5e circonscription du Gard. Merci d'avoir été avec nous ce matin et merci à votre groupe d'avoir voté en bloc contre l'euthanasie, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Merci, bon courage. Au revoir.